Recevoir Monsieur Tony Albina, bonjour. Bonjour. Monsieur Georges Combé, bonjour. Bonjour. Ils vont parler d'une conférence qui aura lieu ce samedi. Ensuite, on va recevoir un écologiste, Harry Durimel, parce que les Sargasses sont de retour, les approches des côtes, et on va savoir un peu avec lui ce qui peut être décidé, ce qui peut être dit, et puis on parlera bien sûr de Claude Colonco. Et puis Karine Gatti-Belza, le vice-président de la Chambre des métiers, qui connaît quelques turbulences depuis quelques temps, avec elle on fera un petit peu le point sur cette institution consulaire qui a connu des moments plus ou moins difficiles. Sinon, là, dans l'actualité, la mobilisation des agents territoriaux continue, Naïla. Tout à fait, le conflit social un petit peu partout dans tous les secteurs, notamment UNSA territoriaux, Guadeloupe et Île du Nord se mobilisent aujourd'hui. Il y a aussi une opération escargot, mobilisation dans l'éducation, rassemblement devant le rectorat. Et bien entendu, la question de l'octroi de mer a été posée au gouvernement en la personne de Justine Bénin. Voilà, merci Naïla, comme on a retrouvé tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. On va revenir tout de suite à la question de cette conférence dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelque temps, Georges Combé, oui. Guadeloupéenne, vie ou revie. Non, c'est pas notre document, notre ouvrage. C'est l'ouvrage qui est sorti chez l'Harmattan en février 2019. Oui. Et nous profitons donc de cette sortie pour débattre ici ou là. La semaine dernière, nous étions à la librairie générale. Nous avons commencé l'an dernier au Moule, d'accord, à la librairie Point Lire et à la médiathèque. Donc nous poursuivons. Nous avons aussi d'autres rendez-vous prévus sur la Basse-Terre pour débattre justement avec les Guadeloupéens des différentes contributions de cet ouvrage. Sur le développement. Alors le titre exact, c'est Guadeloupe, le développement en question. Oui. Alors il faut entendre le titre de deux manières. Le développement en question, ça veut dire nous questionnons ce qui est considéré comme le développement en Guadeloupe. Mais il y a un développement ou pas? Pardon, non, il y a un S entre parenthèses après la question. Oui. Ça veut dire que nous mettons le développement, ce qui est donné comme avoir comme développement en Guadeloupe. Nous questionnons de quel type de... Y a-t-il un développement en Guadeloupe puisque tout le monde en parle? Oui. Et le deuxième aspect de notre réflexion, c'est de poser des questions particulières sur le développement. Donc c'est pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai produit une contribution, d'accord, sur l'école et l'éducation. Alors il y a d'autres contributions, même de gens qui ne sont pas des spécialistes de l'économie. Évidemment, l'économie à la part belle, mais il y a aussi des contributions de sociologues, de la contribution de France Sucab, qui est quelqu'un des lettres et qui a produit un article sur cette question. Et puis nous avons aussi des apports extérieurs de Guyane sur l'écotourisme au Suriname et sur le numérique, de l'utilisation des numériques dans les TPE de Guyane. Alors je venais tout à l'heure avec Tony Albina sur éducation et développement, mais je pose la question globale. On a le sentiment que la Guadeloupe est en développement. Alors, de ce point de vue, il faut savoir ce qu'on entend par développement. On peut considérer qu'au niveau des infrastructures, du nombre de véhicules, on ne va pas considérer que c'est un pays archi sous-développé comme peut-être qu'il peut en exister de par le monde. Bon, alors, de ce point de vue, il faut se demander si la dimension proprement économique, d'accord, ou la dimension de la croissance suffit à définir cette notion de développement. C'est justement ce qui fait le cœur de l'article d'Emilien Natus. Il s'interroge sur ce qu'on appelle le développement en Guadeloupe. Et il met en doute justement cette notion par rapport à la réalité de la Guadeloupe, qui se trouve dans une situation un peu michou mi-chèvre, oui, qui appartient à un État développé qui est la France et qui, au regard d'autres indicateurs, est dans une situation de sous-développement lorsqu'on regarde certains critères. Alors, Tony Albina, je sais qu'en général vous intéressez beaucoup aux questions de l'éducation d'une manière générale. Vous arrivez ici en pleine grève
grève récurrente depuis le 5 décembre. Les organisations syndicales d'enseignants sont en grève. Le SPEGA vient de rappeler que son mouvement débuté il y a 2 jours est reconduit. Éducation et développement, école et développement, ça, quand on vous pose la question, comment vous y répondez? Peut-être d'abord de manière un peu systématique, en essayant d'articuler les deux et voir quelle est la nature des liens qui les unit. Et si on aborde la question de cette manière-là, on pourrait dire que le lien entre éducation et développement est logique, substantiel, il y a un lien qui existe et qui est fort. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu'entre le développement et l'éducation, le lien peut être aussi antagonique, voire un lien d'intolérance. Donc si on aborde la première partie, il est évident qu'entre l'éducation et le développement, il y a un lien, puisque... Vous parlez en général ou en Guadeloupe? En général, d'une manière générale, avant de venir en Guadeloupe, d'une manière générale, puisque le développement conçu comme l'accès à la culture écrite, avec comme indicateur principal le taux d'alphabétisation, indique que les pays qui ont un taux d'alphabétisation, en particulier quand les jeunes entre 18 et 24 ans le sont majoritairement, entraînent ipso facto un développement à la fois de nature économique, mais de manière sociale et sur les mentalités. D'accord ? Ça, c'est attesté un peu partout. Culturelle aussi. Et manière culturelle, parce qu'il y a un lien évidemment entre l'éducation et la culture, puisque on peut tout aussi bien dire que la culture est inscrite dans l'éducation et que l'éducation aussi est un phénomène qui relève de la culture. Bien. Mais deuxièmement, ça c'est le deuxième aspect, il y a à avoir à l'égard de la notion de développement un regard critique. Et la livraison de l'étude guadeloupéenne ne manque pas d'aborder ces questions-là, en particulier avec l'article de M. Cyril Chélin sur l'aspect politique et souveraineté. Il y a entre souveraineté et développement. Mais sur ce deuxième aspect négatif, par exemple, pour nous qui sommes des descendants d'esclaves, on sait très bien que l'esclavage, qui a été un lieu où il y a eu du développement de la production, il n'y a pas eu nécessairement, il n'y a pas eu du tout de l'éducation. Même si, il y a eu du développement. Et pourtant il y a du développement. Oui, donc il faudrait c'est paradoxal. Donc il faudrait faire attention à ce que l'idéologie du développement, qui est une idéologie qui est très forte, qui est très puissante, qui est très prégnante, qu'on voit partout, et tout le monde ne joue que par ça. Sauf que le développement tel qu'il nous le présentait, en particulier dans les sociétés occidentales, ça signifie aussi prédation de la nature, ça signifie empoisonnement des sols, on peut en parler, on en connaît quelque chose en Guadeloupe, ça signifie paupérisation, ça signifie accroissement des inégalités, ça signifie marginalisation de plus en plus grande d'une frange de la population, et ça veut dire surtout aussi confier à des zones du monde où les salaires sont faibles, où les gens ne sont pas justement alphabétisés, des tâches qui sont des tâches d'exécution et de subalterne. Donc, gardons en mémoire ces deux éléments quand on veut aborder la question du développement. Alors, appliquons-les à un pays colonisé comme la Guadeloupe. Alors, si on les applique à un pays colonisé comme la Guadeloupe, pour prendre l'expression de Servan, un département, une colonie départementalisée, on peut dire que c'est très contrasté. Très contrasté parce que, Georges le disait à l'instant, quand on regarde la Guadeloupe, notamment dans ses infrastructures, on a l'impression qu'on a affaire à un pays qui est très développé. On n'a rien à envier. Les grands standards des constructions sont les mêmes partout. On a des aéroports qui valent tous les aéroports du monde. On a des installations portuaires qui sont en train d'être rénovées à l'image de ce qui peut se faire ailleurs. Mais en même temps, si on prend d'autres critères, et notamment la question de la santé. Bien, on a dans la revue Perspective de cette semaine, on a un certain Levrault que je ne connais pas qui vient de publier un article sur la question et qui montre que plus l'agriculture traditionnelle recule, et elle recule, c'est factuel, on trouve des problèmes sanitaires et des problèmes de santé, notamment sur les maladies chroniques, notamment sur le diabète, notamment sur la consommation des jeunes. Donc voilà un pays, par exemple, qui, sur la question des infrastructures, peut montrer une facette qui ressemble au développement, mais du point de vue de la santé publique, a des problèmes qui relèvent de pays qui n'appartiennent pas à ces standards. Ça, c'est un premier exemple sur la question de la santé. Pour répondre à la première question, qui est
celle de l'éducation. Oui. Et Georges en parle très longuement dans son article et qui vaut le détour pour notamment tous les enseignants qui s'intéressent à la question de l'éducation en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on observe? Contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas que de l'échec massif dans le système scolaire. Bon, je suis un peu en désaccord avec Jean sur la question, parce qu'il donne le sentiment que, notamment sur la politique... Alors, ce qu'il faut voir, si on veut être très précis, oui, c'est qu'il y a quelque chose comme une double tête. Oui. Il y a des élèves qui réussissent, si j'ose dire, réussissent très bien, oui, avec de très beaux résultats, oui, qui réussissent après dans les grandes écoles et qui ont des parcours qui font envie systématiquement. Oui. À côté de ça, toujours été comme ça ici. Hein. Et à côté de ça, on a des élèves qui, oui, si j'ose dire, échouent également massivement, oui, qui n'arrivent pas à avoir les fondamentaux ou le socle commun de connaissances requis pour accéder à un niveau supérieur, qui ont des difficultés de langage, qui ont des difficultés évidemment d'apprentissage, de lecture et de compréhension, puisque les chiffres nous montrent que les élèves à la journée d'appel, en grand nombre. Alors, je ne donne pas des chiffres parce qu'ils sont très variables d'une enquête à l'autre et les enquêtes souvent ne sont pas les mêmes. Donc en gros, on peut dire que, contrairement à ce qui se passe ailleurs, on a à peu près entre 15 et 20% d'élèves. Alors, on a des gens qui sont plus catastrophiques que ça, oui, qui sortent du système, d'abord qui sont sans qualification, oui, et qui pourtant ne sont pas capables d'accéder à la compréhension d'un texte simple. Oui. Et donc on voit là qu'on a des difficultés sur cette question-là. Et puis le troisième point, on a parlé d'éducation, on a parlé de la santé, on peut parler aussi de la question politique. D'accord. Et sur la question politique, ce qu'on observe, alors je ne sais pas si on peut dire que ça témoigne de sous-développement politique, on pourrait en parler longtemps, mais ce qu'on observe, c'est que les mouvements dits d'émancipation, dont l'axe principal d'intervention dans le social serait plus de noter entre nous et la France quelque chose comme de la différenciation ou de la distanciation, sont complètement évacués de la scène politique. Oui, c'est clair. Complètement évacués. Et donc, même ceux qui se prétendent les plus, disons, émancipationnistes ou progressistes, tous vont dans le même sens, qui est d'une interpénétration de plus en plus forte, de plus en plus grande dans l'espace national français. Oui. Et ça, on peut dire que pour qu'un balancement puisse se faire, notamment dans le débat démocratique, oui, si j'accepte, enfin je dis ça un peu rapidement, mais j'accepte quand même le CIPA qui fait un travail pédagogique d'importance sur l'émancipation fiscale, le développement économique. Oui, mais à l'intérieur du système français. Mais à l'intérieur du système. Donc le développement politique, avec une distanciation de plus en plus grande, oui, et ça se voit partout, hein, oui, et de ce point de vue, de plus en plus inefficace. Donc globalement, le bilan il n'est pas positif en vous écoutant. Alors, c'est pas bon, l'éducation c'est pas bon, le politique non plus. Je n'ai pas envie de tirer de bilan global. Oui. Ce qui me semble important, c'est que sur chaque champ d'action, oui, que l'on s'attache à faire des diagnostics très précis, oui, parce que l'un des éléments aussi est peut-être lié peut-être à nos sous-développements, si on peut parler ainsi de manière très rapidement, c'est peut-être le fait que nous ne sommes pas suffisamment documentés sur nous-mêmes. Et quand nous le sommes, il y a quelque chose comme un déni, comme une cécité qui se joue avec le sentiment qu'on ne veut pas considérer le réel pour ce qu'il est. Oui. On connaît bien la phrase de Fanon, tâche colossale que l'inventaire du réel. Et le réel notamment de l'éducation. Oui. Par exemple, je suis frappé de voir qu'on ne veut pas considérer avec précision. Quand je dis qu'on ne veut pas considérer, c'est le fait que nous n'avons pas suffisamment conscience aiguë des problèmes qui nous affectent. Oui. La question de la sortie sans qualification, c'est un vrai problème. Oui. La question des garçons, il y a un phénomène dont il faut se rendre compte, c'est la relégation des garçons dans le système scolaire, oui, qui sont de moins en moins impliqués, oui, qui sont de moins en moins travailleurs, qui sont de moins en moins performants, c'est ça que ça veut dire. Oui. D'accord. Et qui moi j'ai des collègues qui me racontent par exemple, alors ça peut paraître anecdotique, mais à mon avis c'est significatif. On voit des élèves arriver, filles qui lors d'examen sont préparées, savent se tenir, ont un discours clair, limpide, documenté, argumenté de ce qu'elles vont dire. Et de l'autre côté, on voit des garçons du même âge arriver, plus relâchés,
plus débraillés et ne maîtrisant pas les contenus sur lesquels ils sont censés intervenir. Donc ça peut paraître anecdotique, mais à mon avis, il y a quelque chose comme un gros signal d'alarme à lancer face à cette dichotomie entre garçons et filles dans la réussite scolaire. On aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que si on reprend l'histoire même de la Guadeloupe, on voit un peu que les femmes ont joué un rôle quelquefois important dès le début, mais enfin, c'est pas le débat aujourd'hui. Juste un peu sur ça. Oui. Quand les anthropologues nous apprennent que c'est quand les 18-24 ans sont majoritairement alphabétisés que les sociétés se développent, oui. Généralement, enfin, très pratiquement, exhaustivement, toutes les sociétés occidentales, y compris aujourd'hui dans les pays arabes, ont connu ce phénomène-là, les hommes avant les femmes. Les femmes avaient toujours un train de retard, sauf les sociétés antillaises. Sauf les sociétés antillaises, où la question de l'alphabétisation des femmes a été très précoce, et on pense notamment aux sœurs Nardal qui, dès les années 30 à Paris, tenaient salon et fomentaient autour d'elles c'est un peu particulier ici, parce qu'on voit un peu le rôle, entre guillemets, que les femmes politiques ont joué en Guadeloupe. Dès le début. Absolument. Et si on compare avec la Martinique, ou même la Guyane, ou même la Réunion, c'est pas du tout le même curseur. Et ça, c'est particulier à notre pays, mais ça, il faudrait revenir sur beaucoup de données propres à la Guadeloupe qui démontrent cela. Rapidement, Georges, rappelez les intervenants à cette conférence samedi. Alors, à cette conférence débat qui aura lieu à la fac de droit de Fouillol, à l'UFR Sciences économiques et juridiques, donc bâtiment à l'entrée, donc la salle 7, d'accord. Alors, interviendront Harry Archimède, qui a produit un article sur la souveraineté alimentaire, Alain Morin, qui a produit un article sur le développement économique et les freins institutionnels, d'accord. Émile Natus, qui s'interroge sur la notion de développement en Guadeloupe. Qu'est-ce que ça veut dire, le développement en Guadeloupe? Sir Henri Chélin, qui a produit un article sur le développement et souveraineté, et Rose Diraki, qui est spécialiste de relations internationales, qui s'intéresse au problème de la décroissance, d'accord. Et moi-même, j'interviendrai sur mettre l'école, parce que il me semble que c'est là un objectif fondamental pour nos sociétés, pas seulement pour le présent, mais pour demain. Mettre l'école et l'éducation au cœur du développement. Et on aura plaisir à écouter, retrouver le modérateur qui est là. Absolument. Merci en tout cas. Alors un mot. Alors, on invite vraiment le lecteur à s'emparer de l'ouvrage et de le lire et de profiter de l'occasion aussi pour relire les anciens numéros, et en particulier un texte, je vois, qui est dans le débat public aujourd'hui, qui est très cité, revenir sur le sens du pays de notre ami. Le sens du pays de Raoul Servat. Voilà. 12h58 minutes, c'est l'heure de la pause. On se retrouve dans un instant pour la suite des événements dans le ZCL News. Petit souci sur le plan technique, mais ça y est, nous sommes revenus. Il est 13h13, on a perdu quelques minutes, mais on va essayer de les rattraper. Naïla, tout de suite, on part sur la mobilisation des travailleurs dans l'éducation, mais avant, il faut saluer l'arrivée de Harry Durmel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du REF, vous êtes écologiste, et comme vous le savez, dans quelques jours, la météo l'a dit, les services sont de retour. On va en parler, on va parler aussi de la chlordécole, puisqu'on est en 2020, et depuis, ça fait maintenant 20 ans. Voilà. 20 ans. C'est une opération, une action en justice qui n'a pas encore abouti. Naïla, l'information. Tout à fait. Une opération escargot aux abîmes à l'initiative des syndicats de l'éducation. Petite histoire, il faut se le rappeler, hier, l'intersyndicale UNSA Éducation SPEG a été reçue par le recteur, mais cette première journée de négociation s'est avérée sans succès. Et suite à ce désaccord, l'UNSA a mobilisé ainsi que le SPEG ses mandants ce jeudi 23. Départ depuis 6h30, mobilisation devant tous les établissements fermés. Et depuis 9h30, depuis le vélodrome de Bémao jusqu'à Dotéma, opération escargot, reportage d'Ilan Bégarin.
Oui, nous nous battons, c'est-à-dire que dans l'ensemble des établissements scolaires de la Guadeloupe, ça fait depuis le 5 décembre où là on arrive par exemple aujourd'hui avec 90% des établissements fermés. Donc dans le premier et dans le second degré, avec l'ensemble des syndicats qui se sont organisés en intersyndical afin de fermer les établissements pour faire bloc par rapport à cette réforme et des conditions de travail qui ne nous sont pas du tout favorables. Vous verrez que notre établissement est ouvert, mais il n'y a pas cours, nous sommes en grève, donc nous sommes compris par les parents, nous sommes compris par l'ensemble de la population et voilà, par la suite nous essaierons de faire ce qu'il est possible pour rattraper ce qu'il y a à rattraper pour finir notre année, mais pour l'instant nous sommes mobilisés et nous sommes fermes sur notre position. De toutes les façons, SPEC toujours dit nous pas d'accord avec la réforme à retraite là qu'on ministère là a proposé. Mais nous toujours dit aussi qu'il n'y a pas en Guadeloupe et réponse à la réforme à retraite qui est faite à part ici dans ça qu'a décidé. Mais nous déjà fait ça et on a pensé que le gouvernement là a bien comprendre que nous quand l'autre encore nous pas d'accord pour réforme à retraite par point qu'on a proposé là. 64 ans là parce qu'il pas parler d'âge pivot, il a parlé d'âge de référence, mais en presse j'ai envie de dire c'est juste langage là est changé, mais il pas changé à rien en finale du compte. Donc alors nous avons une plateforme de revendication commune avec le SPEG et on a discuté en fait sur une partie de cette plateforme, notamment sur tout ce qui était du premier degré. En fait on a l'impression que hier c'est un dialogue de sourds, on lui a proposé un certain nombre de choses et tout c'était soit Paris ou bien soit des choses mais à la marge de la marge. Donc nous ne sommes pas satisfaits du tout par rapport aux réponses que nous avons eues. Notre mouvement continue aujourd'hui et en fait on essaie quand même de voir si on pourrait avoir satisfaction. Si il peut dire nous aujourd'hui là même, qu'il fait, qu'il répond, eh bien nous partons. Donc là nous avons fait mobilisation là ça, nous avons fait opération Molokoy, nous avons démarré Vélodrome Godelian et ils ont déjà compris qu'il faut nous arriver en rectorat là, puis ils savent que l'éducation là, nous avons l'assisé, nous avons l'aspalé, à présent, il faut tout le monde en mobilisation et en mouvement. Voilà un mouvement dans l'éducation dont on ne sait pas si on verra le bout, puisque vous avez dû l'entendre, le syndicaliste a dit que ces questions-là ne se décident pas uniquement en Guadeloupe, et on comprend bien que le recteur soit particulièrement embarrassé dans cette situation, d'autant plus qu'il dépend de son ministère. Harry Dumel, merci d'être avec nous, vous êtes président du REV, je ne peux pas ne pas vous demander de réagir un petit peu sur l'actualité sociale qui vous concerne aussi, parce que je suis en grève. Les avocats sont dans la rue. Absolument, on est en grève. Qu'est-ce qui se passe ? Mais vous comprenez, on a le sentiment qu'on a préservé l'équilibre de notre caisse de retraite, puisque les avocats payent beaucoup de charges et beaucoup de cotisations retraite. Et c'est comme si vous aviez mis de l'argent dans une tirelire et que quand vous venez pour ouvrir la tirelire, on vous dit ah non, les rats sont passés. Et donc là, on nous dit que voilà, il faut la solidarité, et solidarité que nous pratiquons déjà, puisque notre caisse, bien qu'elle était autonome, participe au régime général par une contribution. Donc on se dit qu'aujourd'hui, on va être dépouillé en quelque sorte de nos économies, puisque lorsqu'un avocat ne paye pas ses cotisations de retraite, il est omis de la liste, il est interdit d'exercer. C'est une faute. Ah oui, c'est une faute. Lorsque le Conseil national des barreaux, on lui signale que vous avez omis de payer vos cotisations, après 2 mises en demeure, vous êtes mis hors de la liste des avocats inscrits. Donc c'est au prix de beaucoup de sacrifices qu'un avocat arrive à continuer à exercer en payant ses charges. Donc aujourd'hui, si vous voyez les avocats dans la rue, au son du cas, bloquer des portes et tout, c'est pas un secteur où on voit des travailleurs aussi en colère, aussi révoltés. C'est que la cause est grave et nous voyons qu'il y a en face un gouvernement plutôt sourd qui n'entend pas ce cri parce que les intérêts sont ailleurs et nous n'allons pas céder. J'ai vu encore ce matin les confrères les plus jeunes sont les plus déterminés encore dans ce combat-là. Parce qu'on a reçu ici justement, je crois que c'est le président Naïla des jeunes avocats, l'Union des jeunes avocats. Oui, Pascal Bon. Pascal Bon qui nous disait qu'il y a au pays la guerre, parce que le métier est en péril. Absolument.
Oui. Absolument. C'est-à-dire, aujourd'hui, la profession s'est beaucoup paupérisée par la crise générale qui affecte nos sociétés, par le fait qu'il y a beaucoup plus d'avocats. Quand je suis arrivé en 1993, on n'était qu'à 60. Aujourd'hui, il y a plus de 350. Pardon ? Il y a plus de 350. En Guadeloupe ? Ah oui, et de beaucoup venus d'ailleurs. Et c'est ça l'internationalisation, c'est ça la mondialisation. Oui. C'est toutes les portes sont ouvertes à tout et la concurrence est de plus en plus ardue et beaucoup d'avocats n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui. Donc s'ils font des sacrifices et que derrière ils n'ont même pas l'assurance d'avoir une retraite correcte, avec des charges qui vont augmenter, je comprends le courroux de la profession et je m'y associe. Je suis plutôt plus proche de la sortie que de l'entrée, certes, mais je suis concerné et je suis solidaire. D'accord. Alors, autre chose, c'est le climat social en Guadeloupe qui n'arrête pas de se détériorer. Non seulement il y a des grèves depuis le 5 décembre à Bémao et autre part dans l'éducation, mais on nous annonce déjà un autre mouvement le 1er février. Moi, je crois que la multiplication de toutes ces grèves, de tous ces mouvements montre bien que les citoyens commencent à percevoir que lorsqu'ils votent, ils font un choix de société. Parce que Macron dit, c'est pour ça que vous m'avez élu. Oui. Vous m'avez élu pour réformer, vous m'avez élu pour libéraliser. Oui. Donc les gens, il faut qu'ils arrêtent de faire des choix sur des critères bidons. Ah, il est mignon, il est jeune, il m'a donné une tape dans le dos, monsieur payant la goutte, monsieur qui a dit tout le monde bonjour, monsieur vient veiller à maman. Il faut qu'on sache que le choix qu'on fait lorsqu'on vote, c'est un choix d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de renoncer à un modèle social qui a été bâti de longue lutte par des travailleurs, le système prud'homal, le système de la collégialité, de la sécurité sociale, là où les travailleurs peuvent gérer l'emploi avec le Pôle emploi et avant les conventions qui permettaient d'associer travailleurs et patrons dans l'élaboration de systèmes de protection sociale, et bien on veut remettre ça en question pour adopter un modèle américain où c'est le chacun pour soi, où c'est les riches peuvent se payer de belles retraites en ayant des assurances complémentaires, des fonds de retraite, des fonds de pension, et la France est en train de se diriger vers un modèle qui laisse beaucoup de gens sur le carreau. Et donc, on ne comprend pas que les citoyens pensent qu'une simple grève peut régler les choses. Il faut changer de modèle, le modèle néolibéral qui vise à la production maximum, et utilise plus de pesticides, ne tient pas compte des rythmes humains, veut faire que les gens qui veulent avoir une bonne retraite aillent cotiser à des assureurs. C'est un modèle américain. Et ce modèle-là, la France l'a adopté et nous, électeurs, à chaque fois, on continue à encourager un système qui n'a pas de place pour l'homme. On ne parle que de la croissance, on ne parle que du PIB, oui. Mais l'indice du bonheur, quand est-ce qu'on va en parler? On peut avoir un PIB important parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu une grande catastrophe, on a vendu beaucoup de cercueils, et oui, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de richesses, mais derrière, il y a beaucoup de gens laissés pour compte, beaucoup de gens en souffrance, et on n'imagine pas, mais là, les avocats sont en grève. Mais imaginez quelqu'un qui vit avec 800 € de retraite. Oui. Comment vous faites? Et c'est ça que je ne comprends pas. Et quand je vois que l'empathie à l'égard de Carlos Ghosn, je prends souvent son exemple, c'est quelqu'un qui vit avec 300 000 € par mois et qui demande aux ouvriers de Renault de se serrer la ceinture de Québec avec 1200, 1300 €. Il y a trop d'injustice dans cette société. Il faut qu'on passe à autre chose. Et je crois que les citoyens ne peuvent pas se limiter à exprimer une colère à travers des grèves, mais faire le choix d'élus écologistes, humanistes, des gens qui comprennent que la richesse matérielle n'est pas signification de bonheur. Alors, deux mots quand même, Harry Durimel, sur une nouvelle catastrophe qui vient, puisque la météo annonce que les sargasses sont de retour dans quelques semaines. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes prêts cette fois-ci? Ben, ça fait longtemps qu'on aurait dû s'y préparer. On ne s'y prépare pas. On est toujours dans la réactivité. On est toujours dans l'urgence. On n'est pas dans la perspective, dans la prospective. Le problème des sargasses, c'est dommage que 7-8 ans plus tard, on ne sait toujours pas l'origine. On ne connaît toujours pas les mécanismes qui font qu'on a de tels problèmes. Donc la France a signé des conventions internationales, des traités internationaux, la convention de Montego Bay, la convention de Carthagène, qui lui reconnaît un rôle, c'est régalien, c'est à l'État qu'il revient d'assurer la protection de la mer au-delà des 12 miles qui constituent un peu le rivage, qui est le plus proche du rivage, au-delà les fameuses zones économiques exclusives qui font la richesse de la France doivent être entretenues, doivent être préservées. Or, nous, nos élus locaux,
locaux, il sollicite la bienveillance de l'État alors qu'il faudrait lui imposer de reconnaître sa responsabilité pour aller négocier un traité international. C'est bien ce que Dominique Théophile a tenté de faire avec la convention, la grande messe qui s'est déroulée ici sur les Sargasses. C'est une esquisse du chemin qu'il faut entreprendre. Mais on ne l'a pas entrepris. Donc, moi, je pense que l'État est totalement défaillante sur la problématique des Sargasses, et on l'a vu pareil sur le chlordécone. Il a fallu 20 ans pour que enfin un État, peut-être avec moins de ministres locaux que ceux qui ont précédé, finisse par reconnaître la responsabilité de l'État. Peut-être qu'il nous faut encore appuyer sur l'accélérateur pour que sur les Sargasses, il y ait un traité, qu'on nous dise d'où ça vient, quels sont les dysfonctionnements, quelles sont les pollutions, qu'est-ce qui au nord a provoqué ces dérèglements qui fait qu'au sud on pâtit des excès des pays dits développés. Alors, une avant-dernière question quand même, avant la publicité, elle est importante. Vous êtes écologiste, on a le sentiment aujourd'hui qu'en dehors de l'eau des robinets, même l'eau qui est dans les rivières, dans la mer, est complètement inutilisable. La Guadeloupe est totalement polluée. Alors, vous voyez, et c'est parce que l'État a toujours le réflexe de ne pas créer l'affolement en minimisant les phénomènes, mais vous imaginez bien que l'eau qui est polluée, qui vient de la montagne, qui a drainé tout le chlordécone, qui se retrouve dans les sols, dans la bananière, tout cela va à la mer. Ah, bah absolument. Et regardez, vous avez vu un chantier là, à Capesterre, sur la traversée, oui, où on est en train d'enlever une des montagnes de terre polluée. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des camions qui transportent cette terre dans des zones qui sont dites non polluées? Oui. Il faut qu'on soit vigilant, parce que ces terres qui sont au pied des bananeraies et qui sont juste le filtre avant la mer, et ça ne joue même pas le rôle de filtre puisque la mer même en est remplie. Eh bien, c'est cette terre-là, j'exhorte les capestériens à signaler tout départ de camions de terre allant vers la grande terre de cet endroit-là. Parce qu'on nous parle de zones pour le chlordécone qui se limiteraient, oui, aux anciennes terres de bananes. Dans le sud. Mais c'est pas vrai. Oui. Les terres polluées sont transférées à l'occasion de chantiers comme ça. Oui. Les terres polluées sont transportées dans les véhicules des travailleurs qui marchent et mangent leur sandwich tout en travaillant sur des terres contaminées, emmènent leurs vêtements imbibés de chlordécone chez eux, les lavent dans leurs machines, les envoient dans leur jardin. Donc le pays est vraiment malade. Et un pays qui s'appelle Karukéra, qui est connu pour sa richesse hydraulique et sa richesse aquafelle, comment on appelle ça, de sa richesse en eau, disons, Karukéra. Eh bien, voilà, un pays privé d'eau. Lorsque vous faites couler de l'eau à votre robinet, vous n'avez aucune certitude qu'il n'y a pas de traces. On parle de chlordécone, mais et tout le reste. Et le cocktail d'autres pesticides qu'on continue à utiliser. Il faut ça, par exemple, entre autres. Oui. Avec Dumel, on va conclure, mais avant de conclure, comme j'ai fait à tous les Guadeloupéens, point 3 qui sont venus ici sur ce plateau parler autre chose que de la politique. Nous sommes à quelques semaines des élections municipales et communautaires. On a le sentiment que l'union est compliquée à Pointe-à-Pitre. Ben, c'est normal. Et moi, je pense que quand quelqu'un décide qu'il est candidat, qu'il aspire à se présenter, c'est difficile de lui demander de renoncer à son ambition et de se mettre derrière un autre dont il ne reconnaît pas le leadership. Alors, moi, je crois que c'est à la population qui reviendra de faire le tri parmi les personnes qui... Soit le juge de paix, absolument. Moi, je crois que la population voudrait que les candidats fassent l'union, mais en fait, le dernier mot revient au peuple. Et c'est au peuple qu'il appartient de tirer les conséquences d'un bilan catastrophique. La ville, on n'a plus besoin de le dire. Tout le monde voit que du point de vue financier, environnemental, la sécurité, la salubrité, c'est une ville qui va mal. Le maire sortant a démissionné et aujourd'hui, il prétend revenir avec une nouvelle ambition. Moi, j'ai confiance dans l'intelligence populaire et je ne doute pas que Pointe-à-Pitre va vers un changement. J'aurais bien aimé que ce changement soit en faveur d'Oxygène 2020 dont je conduis la liste, mais quel que soit, ce que je veux, avant tout, c'est que nous ayons une autre gouvernance pour conduire cette ville vers d'autres horizons avec un potentiel tel la façade maritime, le caractère cosmopolite. Pointe-à-Pitre, c'est une ville archipel qui a de plus nombreuses îles et qui comprend des gens de partout dans la Caraïbe. Donc c'est avec toute cette composante multicolore que nous voulons transformer Pointe-à-Pitre et faire d'elle une ville belle, moderne, ouverte sur l'innovation, mais aussi qui valorise sa tradition, son histoire
Et voilà. Est-ce que, c'est ma dernière question, elle est quand même importante, est-ce que cette non-union, si on peut parler comme ça, ne risque pas de favoriser le maire sortant, enfin l'ex-maire sortant? C'est ce qu'on dit, mais s'il y a division... Il y a un sondage qui est en train d'être fait en ce moment, me semble-t-il, par Calistat. Ah ben, mais moi, je ne sais pas si il sortira au bon moment ou est-ce qu'il va pas influencer le jeu, qu'il influencera le jeu, mais je sais aussi qu'effectivement, que depuis que des sondages ont dit que les Guadeloupéens en majorité souhaitaient qu'Harry Durimel joue un rôle sur la scène politique en Guadeloupe, je sais qu'on cherche par tout moyen d'occulter cette réalité et que ce que je constate en tout cas, c'est dans ce qu'on pourrait appeler la bangousie qu'il y a la division. On répète sans arrêt que l'opposition est divisée, mais aux dernières élections, il y avait 3 listes, c'était Brédan, Galvani, Bangou, tout ça, c'était une liste. Elle a fait 3326 voix. Aujourd'hui, l'opposition que nous sommes et que nous avons pas cessé d'être, nous étions à 2000 voix. Donc j'espère qu'aujourd'hui, que ces 3326 voix qui vont être éclatées entre tous ces candidats de la majorité, parce que c'est cette division-là qu'il faut regarder. Ce sont les sortants qui sont là depuis 30 ans, qui se présentent sous de nouvelles étiquettes. Aujourd'hui, ils veulent faire neuf avec du Dieu. Donc j'ai mon espoir, je fais ma part en tout cas, sereinement. Je veux jouer un rôle et je l'ai dit depuis tantôt, j'ai une motivation presque mystique. Vous savez que mon grand-père Amédée Fingarola a été élu le 11 janvier 1951 maire de Pointe-à-Pitre et il n'est jamais rentré à la mairie. Oui. Je sais qu'il sévissait dans la zone un anticommunisme primaire avec le macartisme. Je lis avec attention le roman écrit par Fred Le Breton sur son histoire. Tu es le maire. Le communiste. Voilà, tu es le communiste. Oui. Et donc, je souhaite un jour pouvoir lui dire, papy, oui, on l'a fait, on le fait comme tu aurais aimé le faire, de façon moderne, certes. Donc, c'est cette motivation mystique que j'ai qui s'ajoute à ma vision écologiste, à ma vision d'un pays, parce que le pays Guadeloupe a besoin de voir émerger un autre leadership, une autre gouvernance, et je veux participer à ça. Je vous remercie Harry Durimel d'être venu, 13h31, Naïla, l'information. Tout de suite, on prend la pause puisqu'elle était annoncée et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL. Voilà, il est 13h36. Je voulais dire, on va recevoir Karine Gatti-Belza, vice-présidente de la Chambre des métiers. Bonjour. Bonjour. Elle est avec nous. C'est une reine de la beauté aussi, puisqu'elle contribue beaucoup aux beautés de la femme. Mais on va parler de la Chambre des métiers. Mais avant, on revient à l'actualité avec Naïla. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la mobilisation des agents territoriaux? Tout à fait. Alors, il faut savoir que toujours par rapport à la réforme des retraites, vous allez entendre énormément de conflits. Et cette fois-ci, c'est les agents territoriaux de l'UNSA qui se sont mobilisés aujourd'hui à Morne-à-l'Eau pour entre guillemets, faire entendre leur voix face à la surdité du gouvernement. Ils ont décidé justement de se rapprocher des candidats qui briguent des mandats pour faire entendre leur voix, en sachant que la retraite qui est calculée sur l'ensemble des revenus et des primes selon les mêmes règles de la fonction publique n'est pas appliquée pour eux. Ils veulent que la totalité du temps travaillé doit permettre une rémunération ouvrant à des droits à la retraite, ce qui est tout à fait normal, et atteindre significativement une espérance de vie. Donc la majorité de ces personnes sont de catégorie C dans les collectivités territoriales et ils se sentent un peu lésés et ils veulent en faire entendre effectivement leurs revendications. Reportage Olivier Félix. Dans la situation actuelle, la réforme de la retraite, au niveau des territoriaux, il faudrait qu'on démontre qu'on n'est pas en reste. On est aussi considéré on est considéré dans la situation identique que toutes les autres collègues. Nous avons sur la métropole les collègues qui discutent, qui négocient au niveau des ministères par rapport à ce sujet. Nous aussi, sous forme de solidarité, on doit être là parce qu'on est tous concernés, surtout à la territoriale. Pour être vraiment inquiète, et moi fait une assimilation de retraite, je me suis 700 € retraite. Et avec 700 € retraite, avec ça retouché, on peut assez moins vivre. En vivre. À ce moment-là, c'est un cas de chien en la rue là. C'est important pour tout le monde mobiliser, puis il y aura des situations là. Et c'est au moins 3 semaines qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de monde qui peut intéresser. Tout le monde va pouvoir ça faire à eux. Mon seul habitant savait que la Guadeloupe était la ville raide, en difficulté. Nous mobilisons depuis quelques mois sur cette réforme de retraite qui n'est avantageuse pour personne. Nous disons bien personne. On doit montrer qu'on est là parce qu'on n'est pas hors de la situation actuelle, on est plus ou moins ancré et on est perdant comme
toutes les autres sous cette situation. C'est vrai qu'actuellement, on a cru comprendre, on fait comprendre, on a créé une division pour dire que vous êtes des fonctionnaires de la fonction publique, vous n'êtes pas concernés. Non, là on est concernés et vu la situation, on risque de perdre gros. Donc on est obligé de se mobiliser pour dire stop. Aussi, on est là, il faut tenir compte de ce que disent les territoriaux de la Guadeloupe aussi. À Bemao, ça continue à être très chaud visiblement après l'incendie des véhicules de la police l'autre nuit. Et c'est le siège du parti de M. Chiabus qui a failli être incendié, c'est ça? Tout à fait. Hier soir, nouvelle tentative d'incendie, mais cette fois-ci, c'est le local de l'Alliance bémarossienne qui a été visé. Quand on dit local Alliance bémarossienne, on se le dit bien, c'est le local politique d'Harry Chalus. M. Eustache, vice-président de l'association, nous en dit un petit peu plus. On nous a interpellés pour nous dire que bon, ils mettaient le feu justement au local de l'Alliance bémarossienne. Et lorsque nous sommes venus, on a retrouvé ce que vous voyez en ce moment maintenant là. Ouais. Je dirais aujourd'hui que bon, cette affaire qui est une affaire syndicale a une tournure maintenant politique. Oui, c'est le déchocage de l'équipe municipale, pas seulement du maire, mais de l'équipe municipale. Alors que bon, nous n'avons jamais cessé de travailler pour cette ville qui s'appelle la ville de Bemao. Et là, ça fait du mal. Voilà. Je suis peiné parce que bon, c'est ma ville, je suis né là-dedans, je connais ma commune et simplement, j'aurais à dire que bon, on ne le mérite pas, Nous sommes des Bémarossiens, on a toujours dit que bon, nous sommes pour la réconciliation et maintenant nous voyons que bon, nous sommes pour la division. Et j'aurais aimé qu'on arrive au calme et qu'on arrive à s'entendre pour avancer normalement comme il faut. Voilà, c'est l'heure de recevoir notre chère amie sénatrice Karine Gatti-Belza. Bonjour Karine. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous en direct dans le ZCL News. C'est la première fois que vous venez avec nous, hein? Oui, dans le ZCL News, c'est la première fois. Ce ne sera pas la dernière. Je suis ouverte à toute invitation. Si je suis disponible, je viendrai avec plaisir. C'est Nadia qui se charge des invitations, donc elle a sûrement entendu. Alors, on va d'abord parler de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers, pourquoi? Parce qu'il y a eu une élection contestée, il y a eu un président qui a été écarté. Il a porté plainte contre le préfet d'ailleurs la semaine dernière. On a reçu ça ici. Alors, est-ce qu'on peut dire aux Guadeloupéens aujourd'hui qu'à la Chambre des métiers, la situation s'apaise un peu? J'aurais vraiment aimé pouvoir dire aux artisans et particulièrement aux Guadeloupéens que la situation s'apaise. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut comprendre que le président Foy, qui a été élu le 7 novembre, qui est un président juste et qui fait son possible pour faire avancer les causes artisanales, il y a des difficultés. Enfin oui, c'est-à-dire que nous sommes malheureusement, il est plus facile de se détester, de ne pas travailler pour le bien-être commun que de se mettre ensemble et de travailler pour l'artisanat. Et nous sommes dans une situation souvent de blocage. Le budget, il n'a pas pu être voté facilement. Alors le budget, de toutes les façons, le budget de 2018 n'a pas été adopté. Oui. C'est comme ça qu'on a pu mettre l'ancien président en minorité et procéder en toute légalité, surtout, il faut bien préciser, à l'élection de Gabriel le 7 novembre. Donc, il a été élu de façon légale, effectivement au bénéfice de l'âge, puisqu'on avait une majorité assez... Tout à fait. On est vraiment, on va dire, c'est kiff-kiff bourrico, mais c'est quand même une élection légale. Et depuis un mois, ce sont des blocages, d'élus qui n'ont pas envie qu'on travaille ensemble. C'est particulièrement frustrant parce que je veux vraiment dire aux artisans que c'est triste de voir que des élus, en fait, on joue avec une institution qui représente quand même 123 salariés qui travaillent et qui est surtout là pour accompagner l'artisanat. Et c'est vraiment dommage. Moi, cette situation m'attriste beaucoup, mais on fait quand même le travail. On s'organise avec les moyens qu'on a, puisque on peut, le budget sera revoté prochainement dans la prochaine AG, on l'espère. Espérons. Dans combien de temps Je crois que c'est dans 2 semaines, 2 à 3 semaines. Vous pensez qu'il y aura les mêmes blocages encore une fois? Vous savez, j'espère que non. J'ai toujours l'espoir que certains élus vont comprendre que si justement
on a réussi entre guillemets à changer de président, déjà parce qu'il y avait des griefs contre l'ancien qui étaient avérés, qui étaient sûrs, qui d'ailleurs la justice va se charger de la suite de cette affaire, pas nous, mais qu'on a quand même voulu choisir un président simple, juste, qui était d'une liste entre guillemets minoritaire. On n'a pas pris quelqu'un entre guillemets de l'équipe vainqueur, ni quelqu'un entre guillemets de l'équipe Lasserre. Et on a vraiment cherché l'ouverture. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est avenant, qui est vraiment, comment dire, c'est quelqu'un de neutre. Et on a vraiment pensé que cette candidature d'ouverture, qui maintenant c'est notre président, aurait quand même pu adoucir le cœur de certains élus et qu'ils auraient bien voulu travailler pour l'artisanat, pour les artisans. Parce que, je sais pas, mais moi, ça fait 3 ans, je pense que si j'y suis, donc je comprends déjà que j'y suis, donc je pense être déjà à fleur de peau, mais quand je me dis les artisans, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors justement, j'avais posé la question parce que d'une manière générale, la Chambre des métiers chaque année organise un certain nombre de choses, des expositions, normalement, à jour à tradition, il y a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, enfin, pour l'instant, tout est assuré. Hein. Alors là, vraiment, je tiens à rassurer les artisans. Tout ce qui concerne les démarches sont assurées. La Foire de Paris, par exemple. La Foire de Paris, oui, évidemment, c'est assuré. Ce matin, j'étais en comité de pilotage. Les événements qui sont prévus malgré les blocages, puisqu'on se retrouve par exemple en bureau avec des élus qui vont voter contre la titularisation du personnel ou qui vont voter contre la participation au salon de Babette de Rosière, par exemple, des choses qui sont vraiment, je sais pas, moi je me prends à témoin puisque j'ai déjà été entre guillemets dans l'opposition, puisque je suis... Dès 20 jours après l'élection de Simon, j'ai pu rapidement déceler à quoi j'avais affaire. Donc j'ai démissionné et quand même je suis restée troisième vice-présidente pour pouvoir avoir pour assurer ma fonction véative, puisque j'ai quand même été élue, j'espère de façon correcte. Et du coup... quand je me prends à témoin, puisque comme moi j'étais aux réunions de bureau, je m'abstenais quand je ne comprenais pas. Je votais vraiment contre quand je trouvais ça complètement pas possible, comme par exemple si on vous met en réunion de bureau un licenciement où on ne peut même pas avoir en face l'écho de la personne qui est licenciée, ou encore on ne peut pas avoir de son de cloche, moi je vote contre. Et je crois que là, tout est ramené vraiment au cœur et à la fonction d'un élu. On est élu, on est là pour servir l'artisanat, on n'est pas là pour bloquer, ou on n'est pas là pour simplement... on n'est pas dans le fanchouisme. Oui. Mais alors, l'UOMA fonctionne bien? Oui, l'UOMA fonctionne. On a récemment pu mettre en place un directeur par intérim, nouveau directeur, puisque le directeur qui était là avant, il n'avait pas vraiment suivi le programme. Enfin, c'était assez compliqué. Voilà, mais l'UOMA fonctionne, le CFA fonctionne, les démarches, ça fonctionne. Les stages, le jeune apprenti fonctionne aussi? Oui, on aurait aimé effectivement avoir beaucoup plus d'apprentis, puisque on est vraiment sous effectif d'apprentis, mais ça aussi c'est vraiment c'est dommage, puisque bon, l'équipe qui était là avant, qui demandent à être formés, qui sont au chômage d'ailleurs. Tout à fait. Mais justement, c'est ce qui nous a plu chez Monsieur Froid, chez Gabriel. Je peux le dire, Gabriel, c'est mon voisin. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment pour l'apprentissage des jeunes. C'est quelqu'un qui emploie d'ailleurs beaucoup d'apprentis, et on compte vraiment sur son dynamisme pour pouvoir vraiment redresser la barre et vraiment avoir plus d'apprentis au CFA, à l'URMA, parce que l'URMA quand même c'est un outil, c'est l'université. Voilà, normalement on devrait briller, on devrait proposer des formations internationales, enfin il y a plein de choses à faire, mais on est tellement occupés à se battre avec des querelles intestines qui sont tellement inutiles. On a tellement d'énergie saine
à utiliser pour le bien-être de l'artisanat et de la Guadeloupe, puisqu'il faut quand même penser que l'artisanat, c'est le poumon de la Guadeloupe. On est presque 17 000 entreprises, nous sommes une terre d'entreprises, enfin, voilà, c'est vraiment dommage. Mais je tiens vraiment quand même à rassurer les artisans que le président, il fait son travail, malgré les embûches, on fait le travail, on est avec lui, l'équipe qui est là, on est motivé. Il y a quelques années, je me souviens, c'était même avant Vainqueur, il y avait un autre président dont le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Il semblait qu'avec la Martinique, il y avait des contacts qui étaient établis et que la Chambre des métiers de la Guadeloupe était un petit peu plus avancée que la Chambre de la Martinique. Oh, je ne suis pas dans les querelles Martinique-Guadeloupe. Non, c'est pas de querelle, alors je sais, mais en fait, il y avait une collaboration parce qu'on avait trouvé une solution pour pouvoir mutualiser certains moyens, comme la comptabilité. Oui. Je t'embête, hein, comme la comptabilité. C'est toujours d'actualité. Le président Salomon, que je connais très bien puisque il est photographe, donc ça fait longtemps que je le connais. Oui. C'est un président qui est vraiment pour qu'on puisse trouver une solution pour travailler ensemble. Alors, pour mutualiser. À ce niveau-là? Ça avance petit à petit. Oui. On aura de très bonnes nouvelles rapidement, mais ça avance vraiment. Alors, malgré les blocages. Quel va être l'agenda de la Chambre pour les jours et mois qui viennent? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a le salon de la gastronomie de Rosières qui va se tenir à Porte de Versailles le week-end du 31 au 2 février. Voilà, il y a la foire de Paris. Et au niveau Guadeloupe, pour l'instant, on sort de terre en fait, qui était vraiment une grosse manifestation pour nous en décembre. Donc on a participé également à Joie Tradition. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets qui sont vraiment présents tout de suite. Mais il y a des choses qui se préparent. On a re-signé une convention avec la ville de Goyave hier. J'étais très surprise d'entendre Monsieur Louisi espérer que cette fois-ci qu'on ferait quand même quelque chose à Goyave avec une convention. Donc je pense que là avec le nouveau président ça devrait se faire. Alors deux petits mots quand même sur votre activité principale, que vous êtes artisan aussi dans le domaine de l'esthétique. Oui. Alors comment ça fonctionne en Guadeloupe? Est-ce que les femmes sont de plus en plus enclins à venir dans les salons ou elles font tout elles-mêmes, toutes seules chez elles? Non, on a vraiment, je crois que c'est un secteur qui a connu, je pense que c'est le secteur qui a connu qui a connu un vrai boom depuis quelques années, le maquillage, les soins du corps, les soins du visage. En fait, j'ai l'impression que plus la conjoncture économique est difficile et plus on a envie de se recentrer sur soi, de se faire du bien personnellement. Et sincèrement, c'est toujours un plaisir de voir que le maquillage ça plaît, moi je dis souvent que le maquillage c'est un médicament. Bon, après je suis peut-être pas objective, mais je le vois vraiment comme ça. Ça permet de se voir différemment. Depuis quelques années, chaque année je m'organise pour aider une association et j'ai notamment fait les jeunes adultes handicapés. Et vraiment, de se toucher le visage, de prendre soin de soi, ça a un impact psychologique extraordinaire. Et pareil également pour les femmes battues. Et je pense vraiment que c'est un secteur qu'il faut encore plus mettre en lumière, mettre en avant, de prendre soin de soi, de se sentir bien. Ça donne de la confiance. Enfin, je peux parler pendant des heures si tu veux. Une question de Naïla. Justement, au niveau de la formation, comment ça se passe? Je sais que des fois, tu faisais des masterclass. Est-ce que ça continue? Alors, la prochaine masterclass que j'ai, c'est en Guyane du 6 au 12 février. Bon, je ne sais pas s'il y a des Guyanais qui regardent. Ouais. Oui, il y en a. Oui, si. Donc voilà. En France, on nous voit. D'accord. J'ai beaucoup de monde pour Paris, malheureusement, avec toute l'activité consulaire un peu chargée et tumultueuse. C'était difficile pour moi de pouvoir à nouveau, durant l'année dernière, de faire un planning. Mais ça va se faire. J'aurai une formation maquillage débutant au mois d'octobre ici. Ça fait 1 an que je suis harcelée, mais je la ferai. Et donc voilà, donc toujours Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et puis aussi, j'ai la Jamaïque au mois d'avril. Jusqu'en Jamaïque. Alors, juste un petit mot quand même. Il faut le dire aussi que c'est vous qui avez aussi fait les Miss.
Oui, alors je m'occupe du coaching beauté et de la beauté de l'élection de Miss Guadeloupe depuis 2 ans. Oui. C'est une très grande fierté pour moi parce que l'association Guadeloupe Label, c'est vraiment une machine de guerre, je suis désolée de le dire, mais c'est ça, c'est une machine à Miss. Et en fait, on fait vraiment un gros travail de préparation. Oui. Donc, il ne faut pas voir simplement que c'est une élection et que voilà, il y a vraiment un coaching au niveau de l'élocution, de la démarche, du maquillage, de la mise en coiffure. On leur donne des cours de coiffure, enfin d'auto-coiffure. C'est vraiment une machine de guerre. C'est ça qui permet de gagner. Tout à fait. Et j'ai cette anecdote de Clémence qui me confie à une fois qu'elles sont venues en Guadeloupe qu'en fait quand elles sont rentrées dans le concours, elle me dit mais Karine, c'était tellement facile, je me disais mais limite que j'aurais pu leur expliquer comment marcher et tout. Mais c'est vrai parce que vraiment Guadeloupe Label super bien préparé. Ah non mais c'est une machine à Miss. Voilà. Une petite question qui interpelle beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue du maquillage, on a fait des progrès pour la couleur de la peau noire? Tout à fait. Il faut comprendre que toutes les marques, maintenant, sans exception, elles ont des teintes foncées. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans quand j'ai commencé. Oui. Et vraiment, toutes les marques. Et au début, quand j'ai commencé le maquillage il y a 20 ans, moi, je ne suis pas très, très jeune, on disait souvent, voilà, il y a des gammes où il y a 9 teintes. Oui. Et moi, à l'école, je disais, mais je comprends pas, les peaux caucasiennes, effectivement, elles ont 9 teintes à peu près, ça va entre le rosé, le beige. Mais nous, quand on regarde, on a du rouge, on a du jaune, on a des fois jusqu'à 25 teintes différentes. Et maintenant, effectivement, il y a des marques qui ont jusqu'à 35 fonds de teint de couleurs différentes. Même Mac a réussi à faire ça? Tout le monde, de L'Oréal à Yves Saint Laurent, tout le monde maintenant a des produits pour nos peaux. Oui. Et des fois adaptés à la chaleur, adaptés à nos spécificités, puisque nous avons des peaux atypiques. Mais bien sûr. En tout cas, une dernière question peut-être, Marine. Non. Bon, mais écoutez, Karine, c'est votre première venue. Alors, un jour, vous viendrez pour faire une démo en direct. Mais j'ai tellement hâte de venir et de te maquiller toi personnellement parce que je trouve que tu es un peu brillant, surtout à ce niveau-là. Oui, au niveau du front, ça c'est un peu brillant. Voilà, donc il faudrait gérer la brillance. On va le faire. C'est prévu. Karine, je te dis déjà merci d'avance et on va l'organiser. Voilà, il est 13h56. On continue sur l'actualité avant la pub et je crois, cette fois-ci, on va parler de l'intervention de Mme Bénin. Oui, la députée de la Guadeloupe, Justine Bénin, a interrogé le gouvernement justement la question de l'octroi de mer. Vous savez, en 2015, l'octroi de mer a une prorogation jusqu'au 31 décembre 2020. C'est vrai que M. Macron, lors de sa visite à la Réunion, avait vraiment rassuré en disant qu'il n'y aurait pas une disparition de l'octroi de mer, mais sûrement une modernisation. Mais la question a été posée, quel est l'avenir de ce dispositif et est-ce qu'elle sera pérenne? Reportage. Monsieur le ministre, que pense le gouvernement sur la question de l'octroi de mer? Pouvez-vous nous garantir la pérennité de ce dispositif pour assurer la stabilité financière de nos collectivités et surtout, êtes-vous prêt à engager une conférence dans les territoires pour une réflexion collective pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ultramarins, préalable indispensable à toute réforme de la fiscalité pour une meilleure compétitivité de nos marchés locaux et des recettes directes et soutenables pour nos collectivités? Vous l'avez souligné, l'octroi de mer est un dispositif fiscal important pour les Outre-mer. C'est un dispositif ancien qui avait une double finalité, à la fois protéger les productions locales, mais aussi assurer le financement des collectivités. C'est aussi un outil important parce que vous l'avez souligné aussi, vous le savez parfaitement, pour les collectivités de Guadeloupe en particulier, cela représente 45 à 60% des recettes fiscales des collectivités, presque 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales pour les Outre-mer, et nous savons que les collectivités d'Outre-mer ne peuvent se passer de cette recette et de ce produit. Vous avez aussi souligné un certain nombre de fragilités que l'octroi de mer peut connaître aujourd'hui. D'abord, le fait que c'est conditionné à un accord dérogatoire de la Commission européenne, puisqu'il s'agit de taxer de manière différenciée les produits importés par rapport aux produits locaux. Cette autorisation court jusqu'au 31 décembre 2020, vous l'avez souligné. Et depuis 2019, avec Gérald Darmanin, avec Annick Girardin, nous avons ouvert des discussions avec la Commission européenne pour obtenir la prolongation de cette autorisation dérogatoire de la Commission européenne. La deuxième fragilité tient à ce que l'octroi de mer est parfois considéré comme un facteur de vie chère
puisqu'il y a un surenchérissement des produits par la taxation, y compris sur des produits importés qui n'ont pas d'équivalent dans la production locale, ce qui contribue à rendre ces produits plus chers pour le quotidien des ultramarins. Le président de la République, lors d'un déplacement sur l'île de la Réunion en octobre 2019, a dit son engagement à la prorogation du dispositif d'octroi de mer, mais sa volonté aussi de le moderniser pour faire en sorte qu'il soit plus efficace et plus juste, tout en garantissant les recettes des collectivités. Nous avons demandé aux inspections, l'IGA et l'IGF, de travailler à cette modernisation. Nous avons demandé à la Direction générale des finances publiques d'améliorer les modalités et l'efficacité du recouvrement de l'octroi de mer pour garantir une bonne qualité à cet impôt. Et je prends l'engagement devant vous, Madame la députée, que les élus ultramarins seront associés à cette réflexion. Nous travaillerons avec vous pour faire en sorte que l'octroi de mer soit prorogé et qu'il soit efficace. Sur la question de l'octroi de mer, nous aurons l'occasion de revenir parce que effectivement, c'est entre guillemets une taxe qui permet aux collectivités de pouvoir d'avoir un peu d'argent, mais de l'autre côté, quelquefois, ça augmente les prix. Alors, est-ce que c'est une taxe aujourd'hui qui mérite d'être maintenue? On fera venir un spécialiste de cette question. On le connaît déjà, c'est M. Alain Plaisir. Il aura l'occasion de venir nous expliquer un peu ce qu'il en pense. En tout cas, il est 13h59. On a reçu aujourd'hui M. Tony Albina, qui est enseignant avec M. Georges Combé. Tous les deux vous invitent à une conférence, débat sur le développement, entre guillemets, quel développement pour la Guadeloupe. Ce sera ce samedi à Fouillol, à la salle 7, et c'est important que vous y soyez parce que la question du développement se pose déjà en Guadeloupe. Harry Durimel, l'écologiste, est venu nous parler un peu de la situation des avocats, mais aussi du problème des sargasses, puisque on vous l'a dit, avec la météo, on a prévu l'arrivée prochaine des sargasses dans des régions qu'on connaît déjà, dans l'est de la Guadeloupe, vers la Désirade, malheureusement, vers Terre-de-Bas, mais aussi Cap-Esser de Marie-Galante. Et puis on vient de recevoir Karine Gatti-Belza, qui est vice-présidente de la Chambre des métiers, où la situation est loin d'être apaisée, puisque vous le savez, M. Vainqueur a été éliminé, a été renvoyé à ses études, comme on dit, et il n'a pas point. Et donc il a porté plainte contre le gouverneur et l'affaire suit son cours. Je dois vous rappeler aussi que M. Joël Boujan a été hier interpellé, gardé à vue pendant 4 heures, 6 heures par les forces de l'ordre, parce qu'on lui reprochait d'avoir oublié de faire ses déclarations fiscales de 2016 et 2017, et ça, on appelle ça fraude fiscale. Donc il a dû répondre et il sera probablement devant les tribunaux 2 jours avant les prochaines élections du mois de mars, et vous dire un peu qui j'habite à Rafet en pays en aujourd'hui-là. Et puis l'actualité, c'est Naïla qui va rappeler rapidement les mobilisations du jour. Tout à fait. L'actualité, c'est l'opération Escargot sur la route nationale 1 à Lyon-Basse-Terre à Pointe-à-Pitre, départ du vélodrome de Bémao jusqu'aux abîmes au niveau du rectorat. C'est aussi la mobilisation des agents territoriaux contre cette réforme de retraite dans la ville de Morne-à-l'Eau. Hier soir, bien entendu, on vous l'avait vu en reportage, une tentative d'incendie du local politique d'Aréchalus. Les choses ne semblent pas s'apaiser à Bémao. Et pour finir, nous avons bien entendu la question de Justine Benmer au gouvernement suite au questionnement de l'octroi de mer. Et on vous retrouve dans moins de 2 heures. Et dans moins de 2 heures, on me retrouve pour le ZTL Event culturel. Qu'est-ce qu'il y a à gagner aujourd'hui? Il y aura des dizaines de tickets à gagner pour le compte. Oui, aussi pour le spectacle de Mme Carola, j'imagine. J'espère bien, on verra. C'est vrai qu'il vous a déjà dit le premier invité. Donc il y aura Winnie Carola comme invité, mais vous aurez aussi Mme Cancel Arnel avec sa pièce de théâtre sur Gertie Archimède. Et nous aurons des jeunes en devenir, des jeunes qui ont repris des études et qui s'intéressent à la couture. Voilà, c'est terminé pour le ZCL aujourd'hui. Il est 14h02. On se retrouve demain à partir de 12h30. Tout à fait. C'est fini pour aujourd'hui.